Une révolution s'annonce dans la gestion des entreprises publiques en Éthiopie. Le capital de grandes entreprises publiques telles que la compagnie aérienne Ethiopian Airlines ou la société de télécom Ethio Telecom sera bientôt ouvert au secteur privé. Ainsi en ont décidé les autorités du pays. Elles entendent garder la majorité des parts et mettre le reste sur le marché pour des investisseurs nationaux ou étrangers. Les nouvelles mesures décrétées par les autorités éthiopiennes visent également les chemins de fer, les parcs industriels et les usines qui pourraient être complètement privatisés. L'opportunité ainsi offerte aux Éthiopiens de la diaspora de participer au développement de leur pays. De même, les étrangers pourront désormais jouer un rôle positif dans la croissance de l'Éthiopie dans un contexte où des restrictions sont imposées par Addis Abeba sur les mouvements de devises étrangères sur son territoire. Deuxième pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 100 millions d'habitants, l'Éthiopie devrait enregistrer en 2018 une croissance de 8,5% contre 10,9% en 2017 selon le Fonds monétaire international. Bientôt de nouvelles réformes économiques en Tunisie. En accord avec le Fonds monétaire international, les autorités tunisiennes s'engagent fermement à mettre en œuvre des réformes économiques urgentes afin de prétendre à une nouvelle tranche de prêts de la part du FMI. Ceci dans le cadre de l'accord que l'institution a conclu en 2016 avec Tunis pour la mise en place d'un programme de prêts sur 4 ans d'une valeur de 2,8 milliards de dollars. Récemment, les deux parties ont mené des discussions portant sur le plan de réforme économique dans un contexte où les risques pour la stabilité macroéconomique sont devenus plus prononcés et l'inflation a atteint 7,7% en glissement annuel en avril, soit le niveau le plus élevé depuis 1991. Les deux parties ont convenu du lancement prochain de réformes économiques visant notamment à maîtriser le déficit budgétaire de la Tunisie. En contrepartie, le Fonds monétaire international débloquera une nouvelle tranche du programme de prêt de 2,8 milliards de dollars répartis sur 4 ans. La perspective de la note souveraine de la Tunisie passe désormais de stable à négative. Ainsi en a décidé l'agence de notation financière Fitch Ratings. À l'origine de cette dégradation, les pressions sur les finances extérieures et la faible dynamique de réformes économiques enregistrées dans le pays. Fitch Ratings maintient cependant la note attribuée aux émissions à long terme en devises étrangères de la Tunisie à B+. Une note qui reflète, selon l'agence de notation, une dette publique et extérieure élevée et croissante, de larges déficits jumeaux, une croissance économique modérée et une dynamique de réforme peu vigoureuse, dans un contexte de tensions sociales et politiques. Au dire de Fitch Ratings, la lenteur des réformes fiscales largement impopulaires et les hausses persistantes de salaires sont de nature à maintenir le décalage déjà important entre épargne et investissement. Le rebond des cours du pétrole et le resserrement des conditions de financement en dollars américains sur les marchés internationaux augmentent les risques de dégradation des finances publiques et extérieures de la Tunisie par ailleurs. La révision de la perspective à négative reflète les pressions accrues sur les finances extérieures et la grande incertitude entourant la capacité du gouvernement à faire avancer les politiques requises pour réduire les déséquilibres macroéconomiques. En ce qui concerne les transferts budgétaires destinés à combler le déficit de liquidité des caisses sociales, ils vont se poursuivre en raison du retard qu'accuse la réforme des retraites. Conséquence, le déficit courant passera de 6% du PIB en 2017 à 5,6% en 2018 contre une prévision budgétaire de 4,5%. Pour sa part, la dette publique devrait progresser à un rythme plus lent que les années précédentes, atteignant 75% du PIB en 2019. Fitch Ratings table sur une croissance du PIB de 2,7% en moyenne par an en 2018 et en 2019 contre une moyenne de 1,5% durant la période 2016-2017. 5,23 milliards de dollars. Ainsi s'élève la somme de prêts décaissés en 2017 par la Banque africaine de développement. Il s'agit du volume le plus important de décaissement réalisé par l'institution depuis 2013.
Essentiellement destiné aux États membres de l'institution à 87,18%, ce décaissement porte à 53,3 milliards de dollars le montant global des prêts décaissés par la Banque africaine de développement en Afrique. Ceci traduit la nouvelle dynamique de la BAD dans les activités de prêt conformément à sa stratégie à l'horizon 2022. Laquelle dynamique a permis à l'institution de réaliser une solide performance financière au cours de l'exercice 2017. En effet, les revenus d'intérêt sur ces prêts ont atteint 460 millions d'unités de compte, soit 655 millions de dollars. Quant au résultat d'exploitation, il s'est hissé à 426,4 millions, tandis que le bénéfice net a atteint 167,24 millions d'unités de compte, en hausse sur celui de 2016. Autant dire que la Banque africaine de développement se positionne désormais comme une institution rentable pour ses actionnaires, tout en poursuivant avec sa stratégie visant à apporter le maximum de capitaux aux économies d'Afrique. Reste à voir si les performances des 12 prochains mois viendront confirmer le niveau d'efficience atteint. Kwadio Djedri parcourt fièrement sa plantation d'anacades à Nzéré, près de Yamoussoukro. Depuis une vingtaine d'années, le sexagénaire tire l'essentiel de ses revenus, de ses récoltes. Si je n'ai pas fait anacade ici, allez là, mon élève là, il ne va pas à l'école. Donc ça coûte d'anacade, mon élève va à l'école actuellement, je n'ai pas de problème. Quand on paye un peu, je donne aux élèves. Là, ici, libre. Donc anacade est bon. Désormais considéré comme un produit stratégique pour la Côte d'Ivoire, la noix de cajou a vu sa production doubler en 5 ans dans le pays, passant de 380 000 en 2013 à 711 000 tonnes en 2017, soit 22% de la production mondiale. Avec la campagne qui doit s'achever d'ici fin juin, le pays attend une production de 750 000 tonnes. Si le pays s'illustre de plus en plus dans la production, il peine encore à relever le défi de la transformation. En effet, seulement 6% de la récolte de 2018 seront transformés localement. Nous avons démontré que nous savons produire. Maintenant, il reste à démontrer que nous savons vendre et que nous savons surtout commercialiser et surtout transformer. Parce que c'est dans la transformation que réside la vraie valeur ajoutée. La transformation qui est créatrice d'emplois. C'est la transformation qui permet donc aux familles, j'allais dire, et surtout aux femmes, d'avoir des emplois et de subvenir aux besoins donc, de leur famille. Donc voici les vrais défis, voici les vrais enjeux. Ces enjeux, la Côte d'Ivoire espère les réaliser avec l'appui de la Banque mondiale qui a annoncé l'octroi d'1 milliard de dollars de financement, dont 200 millions de dollars pour appuyer des projets de transformation de l'anacarde. L'objectif visé est d'atteindre dans les 5 ans à venir 50% de la transformation, puis 80% dans les 10 prochaines années. De quoi accroître les revenus d'une part et d'offrir de l'emploi aux femmes et aux jeunes. Je suis mère de 3 enfants, 2 garçons, une fille. Je suis mariée, mais je suis là parce que ça m'arrange. Ce que je gagne à travers Casa, aujourd'hui, j'investis ailleurs. Je fais du commerce. Donc je viens chercher et je peux subvenir aux besoins de ma famille, aider mon mari. Première productrice mondiale d'anacard, la Côte d'Ivoire compte 250 000 producteurs regroupés dans une vingtaine de coopératives et emploie 1,5 million de personnes directement ou indirectement. Outre l'alimentation, la noix de cajou est utilisée dans les cosmétiques alors que sa résine peut avoir des usages industriels. Les principaux pays consommateurs sont l'Inde, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, les Émirats arabes unis et l'Australie. La Chine, premier partenaire économique du Gabon. L'Empire du Milieu consolide sa place de leader sur les 5 dernières années avec un volume d'échange de 1024 milliards de francs CFA en 2017 contre 747,1 milliards de francs CFA en 2016. Elle est suivie de la France avec 458,8 milliards de francs CFA, de la Belgique 224,6 milliards de francs CFA, Trinidad et Tobago 210,4 milliards de francs CFA et l'Australie 192,8 milliards de francs CFA. S'agissant de la balance commerciale entre la Chine et le Gabon, elle a affiché un excédent de 762,2 milliards de francs CFA en raison de la hausse des ventes de pétrole qui ont représenté
739,2 milliards de francs CFA en 2017 contre 433,3 milliards de francs CFA en 2016. À l'actif de ces performances qui progressent de 277,6 milliards de francs CFA, il y a également le commerce du minerai de manganèse qui s'est établi à 47,5 milliards de francs CFA contre 26,6 milliards de francs CFA en 2016, ce qui représente une progression de plus de 20 milliards de francs CFA sur un an. Pendant ce temps, les ventes de bois et ouvrages stagnent à 100,3 milliards de francs CFA contre 100,5 milliards de francs CFA en 2016. Précisons que la Chine représente aujourd'hui 35% des parts de marché dans les échanges du Gabon avec ses partenaires, tandis que les parts de la France s'érodent de 20%. Par continent, la tendance observée sur les 3 dernières années se confirme avec l'Asie qui a été le premier client des produits gabonais avec 54,2% des parts. Viennent loin derrière le continent asiatique, l'Europe avec 23,9% des parts, l'Amérique 10,3% des parts et l'Océanie 7,5% des parts. L'Afrique occupe pour l'instant la dernière place malgré une augmentation de ses importations sur la même période. La Kenya Power Lighting Company mène la vie dure aux entreprises non qualifiées pour les marchés énergétiques au Kenya. Suite à un audit interne, 350 entreprises sur les 500 qui animent le secteur énergétique kényan sont désormais interdites de participer au marché public énergétique. En effet, ces entreprises qui ne remplissent pas les critères de préqualification obtenaient des contrats pour l'exécution de marchés grâce à des procédés frauduleux, ce qui leur vaut désormais de ne plus participer aux appels à concurrence ni de la Kenya Power Lighting Company ni du ministère de l'Énergie. Leur mise à l'écart s'étend d'ailleurs à l'ensemble des procédures d'acquisition du gouvernement kényan. Ainsi, la liste des entreprises épinglées sera publiée dans les autres départements ministériels et elles seront suspendues des projets sur lesquels elles collaborent déjà, que ce soit dans le domaine de l'électrification rurale ou de la construction de routes. En dehors des entreprises frauduleuses, la Kenya Power Lighting Company a également procédé au licenciement de 18 de ses employés qui copossédaient certaines de ces entreprises avec leurs proches. Les enquêtes se poursuivent toujours sur le dossier et le procureur a accordé 21 jours à l'inspecteur général de la police pour lui faire parvenir ses conclusions. Construit à un coût estimé à plus de 8,5 milliards de francs CFA, le marché central de Maradi, d'une capacité de 1492 boutiques, le plus grand du pays, est quasiment inoccupé depuis son inauguration en 2015. Plus de 80% des boutiques sont fermées, boudées par les commerçants qui trouvent les prix de location exorbitants. Seuls quelques vendeurs de petits objets, épices et légumes occupent quelques espaces. Nous sommes seuls dans le marché, seuls les condiments et les légumes. Et les autres boutiquiers, les autres commerçants ont refusé de rentrer. Les boutiques sont chères, mais il faut les faire venir et puis discuter avec le prix. Pour redresser le marché et ramener les commerçants à occuper les boutiques, les autorités ont mis en place un comité de redressement du marché de Maradi. La tâche n'est pas du tout facile au regard des problèmes du marché. Il y a des impayés, plus de 900 millions. 900 millions, c'est à peu près 75% du capital social de la SOGEMI. Le marché de Maradi, c'est des dettes que le comité a héritées de plus de 64 millions du personnel, 3 mois d'arriérés de salaire. D'autres problèmes, c'est la non-occupation complète du marché. Je crois que le marché n'est rempli que qu'à 15-20% tout au plus. Le boycott du marché par les commerçants engendre d'énormes pertes économiques pour la commune de Maradi. C'est pourquoi les autorités municipales demandent au comité de faire diligence pour redresser le marché et ramener les commerçants dans les boutiques. C'est la direction générale de la SOGEMI qui a la charge de gérer le marché. C'est à elle de mener l'offensive qu'il faut pour faire ramener ces petits commerçants-là dans l'enceinte du marché central. Mais, je dirais, à propos de la multitude de petites boutiques qu'on observe par-ci, par-là, vous savez, Maradi, c'est la capitale économique du Niger. C'est une ville de commerce. Et vraiment, être propriétaire d'une boutique,
c'est avoir un capital à Maradi. À Maradi, le commerce est beaucoup plus informel et transporté dans la rue. Les boutiques poussent comme des champignons, tout comme la création parallèle des marchés anarchiques.